Moi, c'est Nina. On m'appelle Call Me Voyou sur Instagram. Et on peut me définir comme, c'est un peu un néologisme, mais comme une coach Instagram. Ça veut dire que je vais m'atteler à former des entrepreneurs, des entreprises, à se développer sur les réseaux sociaux. Et se développer sur les réseaux sociaux aujourd'hui, c'est trouver un bon moyen d'être original pour se démarquer, sortir du lot et gagner en visibilité. Tout ça dans un but totalement pécunier, à savoir faire des ventes en fonction de ce qu'on a à vendre, hein, biens, services, etc. Voilà, en Super. gros. Et Actuellement, c'est ça que je fais. ok. Et qu'est-ce qui t'a amené à développer en fait cette activité? Enfin, est-ce que tu peux nous parler un peu de ton parcours et est-ce vraiment ce qui t'a amené à devenir coach Instagram? Parce que c'est pas forcément une chose évidente quand on se pose la question de son orientation et de sa carrière professionnelle. C'est vrai. C'est pas, pour ainsi dire, venu tout seul. C'est pas une vocation qui... Enfin, ça m'a sauté aux yeux, on va dire, l'année dernière. Parce que je suis journaliste de profession. Donc, je me suis formée longuement des concours de journalisme. J'ai bossé dans certains médias, ça a été long et périlleux, ça m'a beaucoup plu. C'était ce que je pensais être ma voie finalement. Et je m'y sentais bien jusqu'à ce que mon corps, ma santé mentale en décide autrement avec un bon vieux et gros vicieux burn-out qu'on voit jamais arriver, même si je pensais, hein, avec l'ego que je me connais, je pensais l'éviter, ce burn-out. Je sentais la fatigue, mais je pensais c'est physique, le reste suivra, c'est OK. Ben non, c'est jamais comme ça, on se le prend de plein fouet. Et donc, du coup, je me suis dit, bon, j'ai mis de côté Instagram, mais ça a toujours fait partie de ma vie, même quand je bossais mes concours. J'avais Instagram, c'était ma bulle d'oxygène. Donc, j'ai fini par monétiser mon contenu depuis environ 2017-2018. Et ce que j'entends par là, c'est des partenariats qui n'étaient pas aussi protégés qu'aujourd'hui, savoir que c'était surtout du troc. Et j'étais dans ce qu'on appelle la niche de la bouche, de la food. Je partageais des recettes. J'ai testé des restaurants ensuite, de fil en aiguille. Et je me suis construit une communauté comme ça. Mais Instagram, tu vois, c'était un à côté finalement. C'était pas ce que je visualisais comme projet d'avenir. Et encore à l'époque, c'était pas un truc où on se disait je vais en faire mon métier, quoi. Et donc, c'est venu qu'après. Et pour le côté vraiment ultra professionnel et le côté coach Instagram, c'est arrivé l'année dernière. Je me suis reconvertie en mai dernier. Donc, au bout d'1 an d'auto-entrepreneuriat dans ce domaine-là, je me suis lancée, j'ai ouvert ma boîte, Call Me CEO. Et ouais, j'ai pris ça très, très au sérieux. Et je me suis rendu compte que oui, c'était un métier à part entière. Mais ça date ouais, de l'année dernière, la reconversion, et ça s'est imposé à moi. Du fait, tu vois, de ce que je viens de te dire pour le côté journalistique, c'est un peu un background qui aujourd'hui me sert beaucoup. J'ai été formée en télé, donc du coup, la vidéo, les réels, coup de chance, je suis plutôt à l'aise avec ce format-là. Donc, ça m'amuse beaucoup de former tout ma cible, donc à savoir entrepreneurs, entreprises qui ont envie de se développer. Ça m'amuse beaucoup de leur apprendre un peu les rouages du montage vidéo et à quel point ça peut être fun. Parce que c'est vraiment ce sur quoi je me bataille. Peut-être que c'est parce que je reviens de loin avec ce burn-out, mais j'ai vraiment envie d'expliquer aux gens que le but sur Instagram, quand on bosse bien sa stratégie en amont, ça veut dire avant même de diffuser, je pense que tu es d'accord avec moi, mais avant même de passer au stade de la diffusion du contenu et de chercher à être viral, donc cette quête de la viralité, il faut vraiment se concentrer sur tout ce qu'il y a autour. Et on s'en rend pas forcément compte quand on regarde nos créateurs de contenu préférés, on se dit, ils publient, mais on voit pas le dessous de l'iceberg en fait. Et c'est ça que j'essaie de leur expliquer, c'est que c'est pas parce qu'il y a un travail en profondeur que c'est forcément obscur, noir et compliqué et négatif. C'est juste que si c'est vraiment bien huilé, bien pensé, ça ne peut qu'être agréable. Mais du coup, c'est ce que je leur explique, c'est que les vidéos que je poste, elles sont certes fun, agréables à regarder, on se dit c'est facile, mais ça demande toujours beaucoup de réflexion en amont, de s'assurer qu'on va dans le bon sens. Je me prends des murs encore aujourd'hui, ça veut dire que j'ai voulu me disperser, etc. C'est un peu le vice des réseaux sociaux. Donc, c'est super intéressant de pouvoir grandir d'un côté avec ma communauté, mais aussi avec ma cible et avec mes coachés finalement. Donc, je trouve que c'est super intéressant de voir à quel point mes bagages professionnels et personnels m'apportent beaucoup et apportent beaucoup à mes clients à l'heure actuelle. Et tout en même temps, tout est encore à construire. Parce que là, mon entreprise en tant que telle, ça me fait bizarre de dire ça, mais mon entreprise en tant que telle, elle a 1 mois.
Donc, je vois bien en un mois, même si ça paraît très clair, je vais me retrouver confrontée à des situations, à des clients qui vont me faire encore grandir et peut-être prendre un autre chemin. Et je croise les doigts tout en ne m'éparpillant pas de gauche à droite et en restant bien focus sur la vision, le goal que je me suis fixé et la mission que je me suis fixée sur les réseaux sociaux, quoi. Et qu'est-ce qui a fait, enfin, pourquoi en fait spécialement Instagram? Parce que même quand tu t'es lancé, il y avait d'autres réseaux, même si évidemment il n'y avait pas encore TikTok ou ça n'avait pas l'ampleur que ça a aujourd'hui, mais Ouais, qu'est-ce qui c'est a fait que c'est nickel. Instagram qui t'a plu particulièrement? Si je remonte vraiment à très très loin, tu vois, pour être honnête avec toi, c'est simplement quand Instagram est arrivé dans ma vie. Je venais d'avoir mon premier iPhone à l'époque et j'adorais prendre des photos de tout et n'importe quoi, tu vois. Et je savais pas quoi en faire. Mais j'étais contente de mes photos, je les aimais bien et quand je les montrais à mes proches, ils me disaient pas mal la photo. Et Instagram est arrivé, je me suis dit, oh, une plateforme pour déverser toute ma créativité, c'est parfait, quoi. Et il y avait ce côté où en plus on peut le partager avec des amis directement et ça paraissait un peu plus intuitif que peut-être Pinterest ou autre, tu vois. Il y avait quelque chose de plus spontané, en tout cas à l'époque d'Instagram, quand c'était encore la version qu'on a connue. Les anciens se reconnaîtront, mais le partage de photos carrées avec des bons vieux filtres. Et donc, du coup, c'est arrivé comme ça. Je pense que tu le décides pas. J'ai toujours adoré prendre des clichés de ce qui m'entourait. Je me suis toujours réfrénée. Je ne sais pas si tu te reconnais là-dedans, mais la peur de la critique. Et j'ai commencé dans mon entourage, j'étais la première à prendre en photo mes plats, cuisiner ou pas cuisiner au resto. Et j'avais le droit à des regards, l'air de dire, mais profite du moment. Et moi, j'étais là, ben, Instagram, c'est profiter du moment et dépasser les sphères privées, profiter du moment avec des gens qu'on ne connaît pas encore ou pas du tout. Et c'était vraiment ça, moi, c'était vraiment très excitant pour moi. Et finalement, c'est en discutant d'Instagram avec un journaliste, il m'a dit, c'est marrant, mais le principe d'un média et d'un journaliste, c'est d'être médiateur entre un point A, une situation, et des personnes qui n'y sont pas et qui ont envie de le vivre ou de savoir ce qui s'est passé. Donc finalement, on tire vraiment, vraiment les ficelles, mais j'avais déjà cette envie très forte de partage. Et Instagram, c'est juste arrivé comme ça. J'ai presque envie de te dire, désolée de te décevoir, mais c'est juste que c'était évident, tu vois, une espèce de coup de foudre évident, où je me suis sentie très à l'aise et je l'ai trouvé très intuitive, cette plateforme. Et encore à l'heure actuelle, je trouve que même si ils se mordent un peu la queue à vouloir copier un tel, mais c'est un peu l'ADN d'Instagram, ils ont toujours pompé à gauche, à droite et on l'a toujours accepté, que ce soit par exemple les stories via Snapchat, etc. Les IGTV, c'était YouTube. Aujourd'hui, on a les réels avec TikTok. Donc, j'ai presque envie de te dire, ils n'ont jamais menti là-dessus, donc moi, ça ne me dérange pas. Mais c'est quand même l'endroit où j'ai la sensation de construire une communauté et l'abonnement est moins évident sur Instagram, ce qui fait que quelqu'un qui s'abonne, bon, il y a des contre-exemples, mais les gens qui s'abonnent, c'est une réflexion, ce qui fait que quand ils débarquent, et en plus quand tu monétises ton contenu et que tu en fais ton cœur de métier, tu peux être sûr que si ta stratégie est bonne, hein, je ne dis pas que c'est automatique, mais si ta stratégie est bonne et que la mission que tu t'es fixée, tu la gardes au fond de toi et tu le divulgues avec une certaine énergie, bien pensée, et donc du coup les gens se sentent alignés à ce que tu leur racontes et il y a une connexion qui se fait, tu rencontres forcément tes clients et ta cible plus simplement. Le simplement, comme je dis, c'est moyennant des larmes, de la sueur et d'avoir façonné une stratégie efficace, quoi. Je dis pas simplement dans le sens ça coule de source, c'est évident, mais ça marche. Les résultats sont là et tu peux discuter facilement avec les gens. Même les gens non abonnés peuvent t'envoyer un message et tu peux échanger et d'un coup, il y a un déclic qui se fait, ils vont s'abonner quand même, etc., devenir actifs. Sur TikTok, encore aujourd'hui, moi sur mon compte, je ne sais pas s'ils vont faire évoluer ça, mais sur TikTok, si on n'est pas abonné simultanément, tu vois, si on n'est pas abonnés l'un à l'autre, on ne peut pas échanger par message et les commentaires laissent plus place à la vanne, à la critique. Sur TikTok, on est plus dans une appli de divertissement, même si évidemment il y a des contre-exemples et j'ai appris beaucoup de choses sur TikTok. Donc, je ne veux pas en faire une généralité, mais j'ai la sensation que je n'arrive pas à construire quelque chose d'aussi fort et aussi palpable que sur Instagram. Et c'est aussi ça, sur la durée, qui m'a fait rester sur cette plateforme. C'est déjà un coup de cœur et la relation tient sur la durée. Donc, tant mieux. Comme quoi, les histoires d'amour peuvent durer, et même avec une application. Donc, du coup, ouais, je m'y retrouve encore aujourd'hui. Malgré la mutation, j'ai envie de dire, j'adore
qu'on me sorte de ma zone de confort. J'adore chercher à être à l'aise dans mon inconfort, tu vois. Donc, du coup, Instagram me conforte dans cette idée. Mais je pense qu'on aime Instagram quand on est aligné à cette façon de fonctionner et qu'on accepte l'évolution et d'évoluer avec son temps. Je pense que si on n'a pas envie d'évolution, on reste sur Facebook. C'est pas pour cracher sur Facebook, mais c'est juste que ça correspond plus à l'ADN de Facebook, tu vois, d'être assez factuel et plus orienté publicité. L'ancienne façon de faire du marketing, j'ai envie de dire, si je dis pas de bêtises, tu es d'accord avec moi. Donc c'est un peu le old school, mais pas négatif, hein. J'ai pas du tout envie de dire, oh, bouh, les vieux. Je fais partie des millennials, hein, je suis pas si jeune, mais Facebook, c'est un peu le old school. Instagram, c'est un peu middle, tu vois, tu sens qu'ils savent pas trop où ils veulent se tourner, mais ils se rendent compte que se diriger plus vers la Gen Z, c'est toute jeune génération qui sont ultra présentes sur TikTok, etc. Mais du coup, je pense que je me sens mieux du coup sur Instagram à défaut, comme la plupart des gens de mon âge. Et en plus, on peut être sur du marketing old school qui porte toujours ses fruits, hein, qui a fait ses preuves et qui continue, et tout en même temps essayer de toucher du doigt quelque chose un peu plus novateur. Moi, je ne suis pas issue d'école de commerce, de marketing, de communication pure et dure, même si le journalisme et l'école, le CELSA, dans laquelle j'ai étudié, il y avait un master en communication juste à côté du master en journalisme. Je pense que ça coule de source parce que les deux sont très liés. Mais je ne suis pas issue de cette filière-là et pourtant Instagram me permet d'apprendre comment ça fonctionne et me permet même d'en proposer une nouvelle façon, enfin de proposer quelque chose de, oui, novateur dans ce milieu-là. Et on n'est pas forcément critiqué pour ça. Facebook, je pense que les gens auraient trop peur des gens qui sortent un peu de l'ordinaire. Instagram, c'est OK si tu restes un peu, si tu restes bien aligné à ce que propose la plateforme. Et TikTok, va dans tous les sens. Tant que c'est hyper spontané et aligné à ta personnalité, c'est ça qui fonctionne. Il faut que ce ne soit pas trop travaillé sur TikTok. Sur Instagram, pas besoin de perfection, plus besoin en tout cas, mais tu peux aller dans le sens de l'harmonie, t'aligner plus doucement avec ce que tu as envie de faire. Tu peux publier, tu n'es pas obligé de publier tous les jours, ça peut fonctionner. TikTok, c'est vraiment l'application des hyperactifs. Et Facebook, là, tu peux prendre le temps et à la limite, je ne suis pas sûre. Euh, Instagram et Facebook, on ne connaît pas. Il n'y a pas des stars qui font que les applications sont connues. En tout cas, du groupe Meta, là, Facebook et Instagram, il n'y a pas de stars reconnues sur ces plateformes-là. Alors que, pour ne citer que YouTube et TikTok, ce sont les stars de ces applis qui font que ces applis sont connues finalement. Donc, c'est assez marrant de voir que ça ne fonctionne pas pareil. Et je pense que c'est aussi pour ça qu'on va plus pencher sur TikTok ou notre cœur va plus balancer via TikTok ou via Instagram, juste du fait de ce ressenti ultra personnel. Au-delà de la plateforme, j'ai envie de dire, ils s'alignent. Donc, on fait de la vidéo de la même façon, presque de la même façon sur Instagram et sur TikTok. Donc, j'ai envie de dire, là, c'est vraiment ultra personnel. Je pense que la volonté d'aller plus sur Insta ou sur TikTok, et donc moi, c'est Instagram. C'est bien, tu as devancé une des questions que j'avais par rapport à justement la communauté que tu as fait grandir sur TikTok. Et je me demandais si tu sentais vraiment une différence dans ton audience, dans le défi à relever entre ces deux plateformes. Donc, en soi, tu as répondu partiellement, mais par exemple, dans ton audience, est-ce que tu vois des différences par rapport, tu disais, tu évoquais le fait que l'abonnement sur Instagram n'était pas nécessairement évident en comparaison avec TikTok. Enfin, quel est ton ressenti par rapport à ta présence sur ces deux réseaux? Alors, pour la faire courte, TikTok, j'ai commencé bien après Instagram. Et là, je suis sur la centaine. Ouais, j'ai 120 000 abonnés sur TikTok. Pour autant, l'algorithme, c'est un peu la jungle. D'ailleurs, je vais publier une vidéo là-dessus très prochainement parce qu'on me pose beaucoup la question aussi. C'est un peu la jungle. L'algorithme est aléatoire dans le sens où tu es tellement surdiffusé. On te voit passer, n'importe qui peut me voir passer dans ses pour toi. Donc la viralité est plus accessible, mais ça sous-entend plus de haters déjà, parce que les gens ne sont pas alignés à ce que tu racontes et ne t'attendent pas dans leur pour toi. Du coup, leur haine peut être exacerbée, ce qui est déjà le cas sur d'autres plateformes malheureusement, mais encore, ce n'est pas la question. Et aussi le simple fait, pour rester sur l'aspect marketing, beaucoup de diffusion, une surdiffusion sous-entend qu'on n'est pas diffusé à sa cible directement. Donc, j'ai envie de te dire, cool, j'ai 120 000 abonnés, c'est bien pour mon ego, mais pas pour mon porte-monnaie, ça ne paye pas les factures.
Certes, je peux monétiser mon contenu, il existe des plateformes pour ça, comme Peerpop par exemple, mais il faut faire des challenges, etc. Donc, il faut quand même dans cette démarche de divertissement. Donc moi, ce que je trouve, c'est que on a la gâchette facile sur le like quand le contenu est gratuit et nous sort de notre quotidien sur TikTok et qu'on touche à des leviers émotionnels, la curiosité, le rire, la peur, la curiosité, etc. C'est aussi le cas sur Instagram, mais là, on est plus dans une démarche où, comme je t'ai dit, l'interaction n'est pas aussi automatique. Maintenant, on ne veut plus liker pour liker, on sait qu'il y a une importance cruciale pour l'algorithme. Enfin, j'ai l'impression que les gens se disent juste, vu que TikTok c'est nouveau, on se dit, bah, on ne comprend pas l'algorithme, c'est aléatoire, ça part dans tous les sens. Alors que sur Instagram, les gens, même les personnes qui ne sont pas dans une démarche professionnelle, se concentrent exclusivement sur l'algorithme sur Instagram, ce qui est assez propre quand même à la plateforme. Si tu parles d'Instagram à quelqu'un, il va te parler de l'algorithme. C'est direct, tu vois. Donc, il y a ce côté où les gens, ils vont pas te donner de la force gratuitement non plus. Même si tu partages du contenu gratuit assez basé sur du tutoriel, de l'éducationnel, etc., les gens peuvent s'abonner, mais ils vont s'habituer au contenu gratuit. Alors que si tu es dans une démarche bien assumée, mercantile, d'être là pour vendre et vivre de ta passion, faire rayonner ton business, les gens, ils ne vont pas vouloir te donner de la force gratuitement parce qu'ils savent que sur un malentendu, ça peut très bien marcher pour toi. Et après, la machine, quand elle est lancée, j'ai envie de dire, on est ce qu'on est grâce à notre communauté. Et la communauté qui n'existe pas encore le sait. Donc, elle ne veut plus donner de la force à n'importe qui. Elle veut donner de la force à des gens avec qui elle est alignée, connectée. Il y a forcément des contre-exemples, hein. Là, j'essaye de généraliser pour te faire un peu part de mon ressenti. Mais sur TikTok, l'abonnement est facile. Donc, j'ai 100 000 abonnés. Waouh! Mais sur Instagram, les 20 000, j'ai bossé dur, mais ça vaut quelque chose. Ça veut dire que j'ai trouvé des clients via Instagram. Pinterest, pas du tout, même si les gens me suivent et apprécient mon contenu. TikTok, peut-être 2 personnes sont venues me parler ensuite sur Instagram. Donc, c'est la preuve que le démarchage, la prise de contact et la connexion réelle se fait encore sur Instagram. On est plus dans du divertissement, comme j'ai dit sur TikTok. Les gens attendent que je les divertisse, que je leur apprenne quelque chose. Hein, comme je dis, hein, ce n'est pas que du divertissement. On apprend aussi beaucoup de choses sur TikTok. Mais on n'est pas dans cette démarche de si tu me fais un contenu sponsorisé et tu me parles de ton activité, tu le vois au niveau de la façon dont la plateforme le diffuse, parce que TikTok se concentre sur le fait, tu gagnes des points quand tu passes dans les pour toi et que les gens interagissent, etc. Tu gagnes des points et donc tu es encore plus poussé. C'est pour ça qu'un TikTok peut avoir une durée de vie ultra longue. Ce qui peut être ultra long sur un réseau social, c'est des semaines, un mois. C'est déjà très très long quand tu sais qu'une publication standard sur Instagram peut être viable un bon 48 heures, ce qui est déjà énorme. Et après, elle passe un peu à la trappe et ça devient obsolète, etc. Instagram n'est pas un moteur de recherche à proprement parler, hein. On joue quand même sur la récence de publication. Il faut être quand même assez présent, sans pour autant être hyper actif, mais il faut être ultra présent. Et donc, du coup, c'est tout ça que vérifient les abonnés avant de s'abonner. Parce que finalement, les utilisateurs, ils sont vraiment dans cette démarche, je ne veux pas être déçu, quoi. Donc, on doit leur donner confiance, ce bon vieux no like trust, hein, que je ne t'apprends pas. Mais ils ont besoin de nous faire confiance. On est d'abord là pour vendre de la confiance, alors que sur TikTok, les gens se disent, j'ai pas envie de louper la prochaine star, j'ai pas envie de louper le prochain contenu viral, donc je m'abonne partout. Donc, je fais ma veille concurrentielle presque tous les jours. Les gens, ils passent des heures sur TikTok alors qu'ils passent quelques minutes sur Instagram. Même s'il y a une plus forte communauté, enfin, il y a plus d'utilisateurs sur Instagram de façon... dans le mois, il y a plus d'utilisateurs sur Instagram que sur TikTok encore aujourd'hui, mais TikTok n'a pas à rougir de ça parce ils sont nouveaux. Et malgré leur jeune âge, ils arrivent à capter l'attention fortement. Donc, Instagram, c'est tout ce qui travaille. C'est de faire en sorte qu'on arrive à capter l'attention des gens. Et de toute façon, avant que même Instagram nous le dise, nous autres créateurs de contenu, on savait très bien que c'était ça qui jouait en notre faveur. Et donc, du coup, il y a un challenge un peu plus profond, j'ai l'impression, sur Instagram par rapport à TikTok. Donc, pour moi, les abonnés ne se valent pas. Je ne les prends en considération de la même façon. Mais sur les 100 000, je dois en connaître 3, tu vois, sur TikTok. J'ai échangé de façon régulière sur TikTok avec des gens qui sont mes abonnés Instagram. Donc, après, là, je parle vraiment de mon point de vue perso. Je ne peux pas généraliser.
n'ai pas encore fait d'études de cas assez vastes pour faire un point très concret sur TikTok vs Instagram. Mais en tout cas, de mon point de vue, c'est vraiment le ressenti que j'ai pour mes deux communautés. Même si j'ai envie de dire presque, c'est un public sur TikTok et c'est plus une communauté, donc qui sous-entend du dialogue sur Instagram, quoi. Ok, Voilà. je vois très bien. Et donc, en parlant de ces plateformes et de leurs différences en matière d'audience, etc., si tu devais faire des pronostics, parce qu'évidemment, tu n'as pas la vision divine, mais pour toi, enfin, comment tu verrais le futur des réseaux sociaux du coup? Parce qu'on parlait de Instagram qui pompe un peu partout et qui devient assez critiqué, notamment en ce moment avec toutes leurs nouvelles fonctionnalités, même, enfin, surtout du point de vue des créateurs de contenu, que ça peut pénaliser, etc., où on perd un peu l'essence de ce qu'on a connu. Donc voilà, je me demandais quelle était un peu ton idée de ce qui allait se passer dans les prochains mois, prochaines années. Oh là là, vaste question. Ouais, très vaste. Euh, mais tu vois, avec l'arrivée de toutes les nouvelles technologies sur la réalité virtuelle, rien que le métaverse, etc., je pense que le maître mot là, de cette prochaine décennie, ce sera l'immersion, l'aspect immersif du contenu. Et ce qui sous-entend l'immersion, ça peut être de la réalité virtuelle, donc quelque chose de totalement déconnecté à notre environnement. Et pour autant, d'un autre côté, je pense que l'immersif sous-entendra de l'ultra personnalisation du contenu, donc beaucoup plus de transparence, d'honnêteté. Donc, tu vois, j'ai l'impression que ces deux univers vont se confronter, mais le maître mot, je pense que ce sera l'aspect immersif. Je ne sais pas jusqu'où on ira, j'aimerais bien le savoir, mais j'en suis pas capable. Mais je vois très bien que c'est aussi les applications et les gens de la Silicon Valley et d'ailleurs qui impulsent aussi les nouveautés. Ça veut dire que nous, même si on pense faire un choix, on est assez pas victime, hein, ce serait un grand mot, mais on accepte ce qui arrive et on s'habitue, on s'adapte. Donc, j'ai hâte de voir ce que nous réservent les cerveaux qui sont derrière tout ça. Mais j'ai ouais, la sensation que, et on l'entend à Adam Mosseri, le CEO d'Instagram, il l'a quand même très bien dit, là, ils sont en train de développer un feed plus immersif. Donc, même lui, ça y est, le mot est rentré dans son vocabulaire et il le répète souvent. Donc, je pense très clairement qu'on sera dans cette démarche-là. Je ne sais pas si le métaverse va toucher un large public. Peut-être que la jeune génération qui va naître avec cette technologie va la trouver logique, elle va y trouver du sens. Regarde, nous, on n'est pas nés forcément avec les réseaux sociaux, mais on s'est adapté. Et la nouvelle génération, les réseaux sociaux font partie de leur vie. C'est pas un truc en plus, quoi. C'est pas un bonus, etc. Oui, c'est normal. Il y a un portable. Je peux discuter avec quelqu'un qui est à l'autre bout du monde. C'est totalement logique et normal. Comment ça, à la préhistoire, ils n'avaient pas de portable? Euh, donc, du coup, c'est vraiment, je pense, pour nous, surtout qui auront connu peut-être ce switch, le plus intéressant pour nous, ce sera vraiment cet aspect où il ne faudra pas lisser notre personnalité, il faudra juste chercher à connecter avec l'ensemble des personnes qui sont en tout cas sur les réseaux sociaux, qui auront quelque chose à gagner des solutions qu'on a envie d'apporter et de l'impact positif qu'on aura envie d'apporter. Et je pense que ça pourrait, c'est mon petit côté bisounours, d'habitude je suis pessimiste, mais là, je me dis, ça pourrait rendre la chose plus humaine. Quand tu vois les démarches qui sont faites sur les nouvelles applications, les nouveaux réseaux sociaux qui sont en train d'essayer de naître, etc., ce qui est intéressant pour que Instagram et toutes ces autres applications où le groupe Meta n'ait pas de monopole, c'est toujours plus intéressant. Mais on va vers plus d'humanité, plus de transparence, j'ai envie de dire moins de filtres. Et donc, du coup, ça peut en même temps être risqué. Hein, la pente glissante, comme on le voit sur Twitter, ça peut être justement full transparence et égal des gens qui pensent que c'est l'anarchie totale et qui peuvent se lâcher. Mais d'un autre côté, pour ceux qui sauront se préserver et construire leur personnalité et leur projet sur les réseaux, ça peut être beaucoup plus intéressant pour des personnes qui galèrent à se rendre visibles. Parce qu'aujourd'hui, se rendre visible, c'est faire des trends, etc. Et non, tout le monde n'est pas à l'aise avec l'idée de faire du playback face à son téléphone. Et ça ne veut pas dire que la personne n'est pas apte ou pas adaptée aux réseaux sociaux, bien au contraire. Donc, je pense que ça pourrait être intéressant. Instagram le comprend et d'autres applications aussi. Ce sont les personnes qui sont là, les utilisateurs, qui font les plateformes, pas l'inverse. Tout le monde se désabonne d'Instagram, Instagram n'existe plus. Donc, je pense qu'ils comprennent qu'il faut mettre le primat sur les utilisateurs, les créateurs de contenu. Avant de penser la masse, il faut penser l'unité. Et donc, du coup,
c'est super intéressant de voir cette évolution, mais oui, je me répète, je pense que c'est vraiment le maître mot des prochaines décennies, ce sera l'aspect immersif des applications. Voilà. Hyper intéressant. Tu as évoqué là dernièrement le mot créateur, créatrice de contenu. Qu'est-ce que tu penses des préjugés qui existent sur cette profession, vu que tu en es devenue une, mais que ce n'était pas ce que tu pensais être à la base et que tu fais, parce qu'on fait partie de la même génération, de la même tranche d'âge, où c'est pas forcément Ouais. une chose aussi évidente que maintenant des ados de 17 ans, très clairement. Donc, ouais, qu'est-ce que tu penses? Est-ce que tu as dû le subir, que ce soit dans ta vie professionnelle, dans ton entourage, etc. Bah, j'ai presque envie de te dire, j'ai eu de la chance parce que dans mon entourage, très vite, j'ai eu trois quatre remarques de c'est bizarre. Et après, quand je leur expliquais ce qui se passait en moi, ils se disaient, ah oui, non, c'est logique, ok, je comprends. Donc, j'ai pas été embêtée à ce niveau-là. J'ai eu plus de préjugés, ce qui est intéressant, en arrivant dans mon école de journalisme. On se dit quand même, les journalistes, normalement, en tout cas même les futurs journalistes, ça doit être des gens ouverts d'esprit, qui sont plus dans la recherche d'informations, ils sont dans l'investigation, dans la curiosité, mais pas dans le jugement. J'ai été confrontée à ah, ça doit être facile, après tout s'offre à toi. Donc il y avait vraiment, je pense, cet aspect d'envie, de jalousie, de se dire quand tu as beaucoup d'abonnés, tout est facile, alors que pas du tout. On le voit surtout quand des créateurs de contenu qui sont dans le marketing d'influence doivent vendre leur image et leur capacité à fédérer à d'autres marques qui, elles, vont y gagner beaucoup plus gros qu'eux. Donc j'ai presque envie de dire, je pense que c'est surtout l'aspect, oui, jalousie qui est rentré en ligne de compte quand les gens ont commencé à critiquer sans même connaître ce métier, alors que c'était un métier qui suppose d'être actif tout le temps, tous les jours. Pour créer le contenu, il faut le filmer, il faut sortir son portable, sa caméra, etc. Donc, je pense que moi, j'ai plus été confrontée aux préjugés qui étaient dus justement à cette jalousie-là. Je ne dis pas que les gens me jalousaient, je dis que les gens avaient cette idée de facilité. Vu que je publie facilement, souvent, et que quand ils me voient faire une photo ou une vidéo, je dégaine le portable et ça se passe rapidement, cette aisance, c'est grâce à la durée que je l'ai obtenue, ce n'est pas inné. C'est des processus acquis de savoir se filmer, etc. Et c'est pour ça aussi que je peux prétendre coacher des personnes qui partent de zéro et qui ne sont pas à l'aise avec tout ça, mais parce que ça s'apprend. Et donc, du coup, je pense que les personnes n'ont pas accès à cette valeur travail quand le métier est récent. Parce que ce qui les rassure, c'est de se dire qu'ils ont fait le bon choix. Je fais des hautes études, je travaille dur pour avoir un bon salaire, une bonne retraite, etc. Toi, tu débarques, tu crées un métier, tu n'as pas l'air de bosser et tu aurais plus d'aisance. Ce n'est pas juste. En fait, quand tu sors les gens, quand tu leur sors de leur zone de confort, dans leurs habitudes, de leur case, et ça m'est arrivé aussi, hein, c'est ultra angoissant. Et on se dit, j'ai pas fait le bon choix. Moi aussi, je sais faire des photos, donc moi aussi, je pourrais être sur Instagram, etc., etc. Et je pense que c'est ça, les préjugés qui ont motivé peut-être certaines remarques qui ne m'ont jamais touchée ou blessée. Donc, du coup, parce que j'ai toujours fait ça par passion, et on peut critiquer un passionné, ça le passera toujours au-dessus parce que c'est plus fort qu'une simple occupation, une passion. Donc, je pense que oui, c'est en grande partie dû à ça. Et aujourd'hui, ça tend à évoluer encore, hein, mais ça a bien avancé. Le créateur de contenu n'est pas une... je vais aller dans le cliché fort, hein, mais n'est plus cette jeune femme blonde surmaquillée, assise sur son canapé, à juste attendre que des colis débarquent dans sa maison et elle a juste à filmer et c'est tout. Ce n'est pas ça. Il y a des créateurs de contenu, il y a des créatrices de contenu, il y a toutes sortes de niches, toutes sortes de personnes et c'est bien la preuve que ça fait partie de nous, cette envie de partage, que ce soit parce qu'on a envie on se sent plus important que les autres et on a envie de parler de soi, c'est OK, c'est totalement OK, c'est intéressant même. Les acteurs, la base des acteurs et des actrices, c'était ça en priorité, se dire être sur tous les écrans, c'est ce que j'ai envie de faire parce que je pense pouvoir apporter quelque chose, avoir un impact positif sur les gens. C'est de la même chose du côté des réseaux sociaux. Même si je me souviens, j'avais regardé sur YouTube une interview avec Léna Mafouf, Léna Situation sur YouTube, et une jeune femme, je crois une réalisatrice, pour dire, j'ai même pas retenu son nom tellement qu'elle m'a déçue. Elle était vraiment dans l'attaque de dire non, YouTube, c'est pas du cinéma.
Mais les créateurs de contenu sur YouTube n'ont jamais dit qu'ils faisaient des films. Ils n'ont jamais dit j'ai fait un scénario, j'ai fait. Non, on filme et on crée quelque chose. C'est du storytelling. Donc, si on se base sur le storytelling, on peut faire un rapprochement avec le cinéma, comme même avec la littérature. C'est le même principe, mais on ne dit pas que c'est la même chose. Donc, c'est pour ça, je pense que les gens qui sont un peu refroidis par rapport encore aujourd'hui aux créateurs de contenu, euh, je ne pense pas qu'ils soient tous dans cette métaphore de la personne qui ne fout rien. En tout cas, je me rassure comme ça. Mais je pense qu'il y a un côté où ils ont envie de dire ne prétendez pas accéder au septième art ou que sais-je. Je ne connais dans mon entourage aucun créateur et aucune créatrice de contenu qui a eu la prétention de se dire cinéaste, vidéaste ou photographe. Et ceux qui le sont, photographes, bah, ils sont photographes, quoi. Ils ont une formation, etc. Donc, c'est bien la preuve que nos preuves sociales n'ont pas encore tant évolué que ça et qu'on a besoin d'avoir un diplôme pour pouvoir prétendre s'appeler de X façon. Et c'est pour ça qu'on est obligé de créer des néologismes comme le coach Instagram, parce que je ne vais pas me vanter d'être social media manager. Ça stipule tellement de choses d'un point de vue même études que je n'aurais jamais la prétention de m'octroyer un statut parce que je ne sais pas si c'est franco-français comme démarche, mais je pense quand même que oui, comment oses-tu dire ça? Tu n'as pas fait les études pour, ça pourrait peser un peu trop. Donc du coup, on se réfrène et les preuves sociales, on les joue sur les témoignages clients, sur notre nombre d'abonnés, malheureusement, même si un nombre d'abonnés et un nombre de likes ne déterminent pas la valeur d'un travail fourni. Mais voilà, bon, je me suis étalée sur la question, mais parce que ça me passionne vraiment beaucoup. Mais oui, oui, je pense qu'on a encore du chemin à faire, hein. Même il y a tellement de questions sociétales sur lesquelles on pense avoir avancé grandement, mais on ne fait que reculer en ce moment. Parce que quand les gens ont peur, la masse finit par reculer violemment et retourner dans ses mauvaises habitudes parce que ça la rassure. Et j'espère simplement qu'on va rester dans cette impulsion du côté de la création de contenu, même si je rencontre des gens qui vont me dire, ah non, TikTok, c'est vulgaire. Je me dis, hmm, bizarre de généraliser, de trouver un mot pour une appli, alors que je suis sûre que même par exemple, Adam Mosseri, tu lui dis d'écrire en un mot Instagram, je pense qu'il va se gratter la tête 2 minutes, quoi. Enfin, généraliser quand une application, c'est vraiment la somme de toutes les parties qui la composent, c'est dur. Peut-être que pour toi sur TikTok ou dans ton fil d'actualité, tu as des suggestions qui ont un lien direct avec ce que tu as pu faire comme recherche et du coup, tu vas être déçu. Mais demande-toi aussi qu'est-ce que tu cherches vraiment parce que de toute façon, les algorithmes sont là pour jouer sur la pertinence. Donc, si quelqu'un est déçu de son fil d'actualité, je pense que c'est vicieux, hein, mais il devrait se remettre en question ou alors impulser un petit peu des clés de compréhension à l'algorithme pour lui dire je ne suis pas intéressé, je suis plus intéressé par ça, etc. Il y a toujours moyen de trouver son compte sur les réseaux sociaux. Après, le seul vice avec la pertinence, leur seul but, c'est qu'on reste scotché à nos écrans sur les applis en question. Et ça, en termes de santé mentale, c'est pas ce que je préconise non plus. Donc, on ne va pas dire que je suis une gourou Instagram. J'ai vraiment à cœur de dire aux gens, on va travailler pour faire en sorte que tu aies une vie sociale à côté et que tu débloques des horaires comme un travail, des horaires pour bosser sur Instagram et ensuite tu t'en détaches. C'est vraiment pour moi le truc le plus important parce que oui, là je suis hyper positive, mais ça peut être vicieux, les réseaux sociaux, on le sait, on l'a vu, ça peut affecter fortement des personnes plus ou moins sensibles, hein, ça n'a rien à voir avec de la fragilité, c'est juste que ça peut vite te dépasser, notamment via des harcèlements, etc. Le cyberharcèlement, pour ne citer que lui, il existe et ça n'a rien à voir avec la fragilité des gens. C'est malheureusement une des dérives des réseaux sociaux. Parce que même quand quelque chose est positif, il faut toujours trouver les aspects négatifs. Et donc, du coup, je tenais quand même à... Non, je ne vis pas dans le monde des bisounours, dans une utopie Instagram. J'ai totalement conscience des risques. Et ça aussi, ça fait partie de mes coachings en général. Cet aspect santé mentale, vu ce que je t'ai dit juste avant, ça a vraiment beaucoup d'importance pour moi. Génial. J'arrive au bout parce que malheureusement, Zoom, on est limité à 40 minutes. Oui, Donc, ouais. il n'y a que 4 minutes 30. Rapidement, ma dernière question, c'est s'il y a un conseil que tu aurais aimé qu'on te donne plus tôt. Si tu as 2 minutes pour m'en parler, je serais très curieuse aussi d'avoir ton retour de ce point de vue-là. D'un point de vue entrepreneurial ou De Instagram? manière générale, un conseil même dans ta vie personnelle, peu importe. Bah, c'est OK de prendre son temps. C'est comme dans la vie de tous les jours. Tu vas construire ton étagère. Pourquoi est-ce que tu la construirais en 2 heures
Tu le dis à tes invités qui vont venir, jolie étagère, je l'ai construit en 2 heures. Ok, tu leur as dit, ah, ça m'a pris 2 jours. Ah, d'accord, ils s'en foutent. Donc c'est pareil Instagram, et c'est vraiment prendre son temps parce que c'est poser les choses et se construire une vraie stratégie qui compte pour qu'il y ait une logique. Le chemin qu'on parcourt, il peut être semé d'embûches, on peut bifurquer parfois. C'est pas un problème, vu que le point d'arrivée, si on le visualise, on y arrivera de toute façon. Et prendre son temps, c'est aussi avoir la capacité de se focus sur le qualitatif plutôt que le quantitatif. Et ça, j'aurais aimé le savoir plus tôt. J'ai cru qu'il fallait que je poste tous les jours sur Instagram. J'ai cru qu'il fallait que je bosse d'arrache-pied tous les jours et que je fasse que je fasse rentrer d'argent tous les jours et que je trouve des clients tous les jours. Mais non, c'est pas forcément possible au début, quoi. Donc ça, j'aurais aimé le savoir. Ça m'aurait enlevé un poids, une espèce de charge mentale, je pense. J'imagine, oui. Ok, bah c'est tout pour moi. Merci beaucoup de ton Merci à temps toi. et de ton partage. Merci beaucoup, Nina. Et bah, merci à toi, Nina. Passe une belle journée et bon courage, hein. À toi aussi, bah, bonne semaine. Merci. À très Bye. vite. Ciao.